Et si je vous disais qu'on peut voyager dans le temps? Non, pas avec une machine compliquée, mais simplement en ouvrant un livre. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en explorant une source historique vraiment fascinante. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais tout commence ici, avec un logo qu'on connaît tous. C'est assez fou de se dire qu'un outil super moderne comme Google Books est en fait un portail vers le passé. Il nous permet de dépoussiérer des textes anciens, des livres oubliés sur des étagères depuis des siècles. Sauf que ce portail ne nous emmène pas vers le présent. Non, non, il nous propulse bien plus loin en arrière, dans un monde complètement différent, celui du XVIIIe siècle. Et le voilà, notre trésor, l'objet au cœur de cette exploration, un livre français qui date de 1787. C'est notre guide de voyage personnel pour l'Empire du Maroc tel qu'il était il y a plus de 230 ans. Rien qu'en voyant ces pages, on sent qu'on part loin. Bon, alors, on y va? On va vraiment se plonger dedans. On va feuilleter ce livre pas comme un document d'archives un peu ennuyeux, mais comme une véritable machine à remonter le temps, en se laissant guider par les yeux de quelqu'un qui a vraiment vécu à cette époque. Alors accrochez-vous bien pour le titre complet, Recherche historique sur les Moors et Histoire de l'Empire de Maroc. Un peu long, je sais. Mais ce qui est super intéressant, c'est son auteur, un certain M. de Chénier. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était le chargé des affaires du roi de France auprès de l'empereur du Maroc. Autrement dit, le type était aux premières loges. On a un témoignage de première main. Allez, on embarque. Notre voyage commence par la mer, comme pour la plupart des étrangers à l'époque. On va suivre Monsieur de Chénier pas à pas le long de la côte atlantique en découvrant les villes portuaires qu'il nous décrit. Ok, voilà le plan de route, notre itinéraire sur la côte. On va faire escale à Tétouan, puis Tanger, Larache, Safi, et on terminera par une ville toute neuve à l'époque, Mogodor. Alors, premier arrêt, Tétouan. L'auteur nous la dépeint comme une ville très cosmopolite. Maures et Juifs y cohabitent et beaucoup parlent espagnol. C'est un port de commerce bien actif, surtout avec Gibraltar. Mais attention, ce n'est pas si simple. L'ambiance politique est tendue, et d'ailleurs, petit détail qui en dit long, en 1770, tous les consuls européens ont été forcés de plier bagages. On continue notre route vers Tanger. Et là, l'ambiance change. Notre guide du XVIIIe siècle n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, oui, c'est un port stratégique, mais c'est avant tout un repère de pirates qui terrorise le détroit. Disons que la réputation de la ville n'était pas la meilleure. Et là, on a un exemple parfait de la manière dont le pouvoir de l'empereur façonne l'économie du pays. D'un côté, on a Safi, c'était le grand port de commerce, mais il est en plein déclin. Et de l'autre, Mogodor, une ville champignon sortie de terre sur ordre direct de l'empereur pour devenir la nouvelle place forte du commerce avec l'Europe. Et d'ailleurs, petite anecdote assez folle sur Mogodor, sa conception n'est pas marocaine. L'empereur a carrément invité un ingénieur français, un certain Cornu, pour dessiner les plans de sa ville. C'est un exemple incroyable de ce mélange entre l'ambition d'un souverain marocain et le savoir-faire européen de l'époque. Bon, on a vu la côte, c'était fascinant. Mais maintenant, il est temps de quitter le littoral pour s'enfoncer à l'intérieur des terres et aller voir le cœur politique et culturel de l'Empire. Alors, la capitale, c'est où? Eh bien, en fait, il y en a deux cœurs qui battent. Au sud, c'est Marrakech, l'ancienne capitale, immense, un peu chaotique, un mélange de ruines spectaculaires et de palais neufs juste au pied de l'Atlas. Et puis en nord, il y a Meknès, la nouvelle capitale. D'après notre guide, elle est plus ordonnée, mieux organisée et réputée pour ses terres ultra fertiles. Deux ambiances, vraiment. Et là, l'auteur s'arrête sur un détail de construction qui l'a clairement bluffé. Les murs de Marrakech. Ils ne sont pas en briques, pas en pierre taillée, ils sont construits en tapia. En gros, c'est un mélange de terre, de chaux et de sable qu'on tasse dans des coffrages en bois jusqu'à ce que ça devienne dur comme de la roche. Une technique ancestrale super efficace. 360. C'est juste un chiffre, mais ce qu'il représente, c'est fou. C'est le nombre de colonnes de marbre qui soutenaient le toit d'une mosquée gigantesque, aujourd'hui en ruine, à Rabat. Il faut juste essayer de s'imaginer la splendeur et la taille du bâtiment à l'époque. Ça devait être quelque chose. Pendant ce temps, à Mykhénès, le palais du sultan, c'est le grand luxe. Le guide nous décrit des jardins immenses, des galeries avec des colonnades, des fontaines en marbre. Bref, on a une image très précise du raffinement et de la vie à la cour impériale. Mais attention, le Maroc de 1787, ce n'est pas que des villes et des palais. Loin de là. Le livre nous fait voyager dans un paysage beaucoup plus vaste, un territoire vraiment plein de contrastes. D'un côté, le tableau que l'auteur nous peint est presque idyllique. Il parle de plaines d'une fertilité incroyable, de vallées verdoyantes dans l'Atlas, de fruits partout, de jardins magnifiques, et même de carrières de marbre et de granit. On imagine une terre d'abondance, une vraie richesse naturelle. Et puis, il y a l'autre facette, la face sombre. Cette citation est terrible. Elle décrit le sort des marins européens qui avaient le malheur de faire naufrage sur la côte du Vled de Nune. Capturés, réduits en esclavage, vendus et revendus, parfois même échangés contre des chameaux. Le contraste avec la richesse des terres du Nord est brutal.
Alors, à la fin de ce voyage, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ce guide, vieux de plus de 2 siècles, nous apprend vraiment? En fait, ce livre, c'est bien plus qu'une carte ou un simple guide de voyage. C'est une photo. L'instantané d'un monde, à un moment très précis de son histoire, juste avant les énormes bouleversements du siècle suivant. Un monde complexe, fait de commerce, de pouvoir, de richesse et de grands dangers. Le tout figé dans le temps. Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse, non? Grâce à des outils comme la numérisation, combien d'autres mondes comme celui-ci, oubliés sur les étagères des bibliothèques, attendent juste qu'on tourne leur page virtuelle pour nous raconter leur histoire.